carte de ce café de Bangkok, steak et riz frit. Un menu plutôt banal, sauf que les plats ne sont pas pour les humains, mais pour leurs compagnons à quatre pattes. Ce restaurant est l'un des rares de la capitale thaïlandaise où les animaux sont non seulement tolérés, mais considérés comme des clients à part entière. J'adore les chiens. Je ne me mettrai jamais en colère contre eux. Ils sont les bienvenus ici. Dans certains endroits, ils n'acceptent pas les chiens. Alors j'ai ouvert ce restaurant. Alors que le marché des animaux domestiques se développe, grâce à une classe urbaine aisée, Bangkok n'est pas particulièrement accueillante pour eux. La plupart des parcs de la ville sont interdits aux chiens. Pour leur permettre de se détendre, les espaces de récréation qui leur sont dédiés se sont multipliés. Certains sont même dotés d'une piscine. Bangkok n'a pas vraiment de parc public permettant aux chiens de courir ou de faire de l'exercice. Certains sentiers sont pleins de trous et les chiens peuvent se blesser. Alors ce lieu est parfait pour que les chiens puissent courir, jouer ou nager. Mais ces attractions ont un coût, prohibitif pour nombre de Thaïlandais. Et comme partout à travers le pays, il y a des milliers de chiens errants à Bangkok. Ces chiens des rues sont nourris par les habitants, comme ce policier. Ce genre de boutique, c'est pour les gens qui ont de l'argent. C'est inaccessible pour les gens normaux qui n'ont pas l'argent nécessaire. Et pour les Thaïlandais n'ayant pas leur propre bête, une autre mode inspirée de l'étranger se développe. Des cafés proposant aux clients de caresser des animaux de compagnie. Comme ici, où 22 chiens huskies sont prêts à être cajolés. Dubaï, une ville ultra-moderne au rythme effréné et une plateforme pour la Fédération des Émirats Arabes Unis. Les centres commerciaux y sont partout. Il est commun d'y voir une femme en habit traditionnel au milieu d'étrangers au look plus moderne. Un contraste à gérer par les autorités. Nous devons préserver notre culture et notre patrimoine, mais en même temps accepter d'autres cultures. Aussi, aux Émirats Arabes Unis, il y a plus de 200 nationalités différentes et nous pouvons en tirer avantage. Les Émiratis représentent 11% d'une population de 8,5 millions. Leur culture bédouine a été transformée avec la découverte de pétrole dans les années 50. Depuis, les travailleurs étrangers affluent, attirés par des contrats avantageux et des opportunités commerciales. Avec eux est apparu un style de vie en opposition avec les valeurs musulmanes traditionnelles. Fondés en 1971, les Émirats sont face à une question permanente, s'ouvrir à la modernité ou conserver leur propre identité. Devons-nous changer pour nous adapter à la modernité lorsqu'on crée un État ou conserver sa culture? Depuis 40 ans, nous sommes restés les mêmes. La tradition de la fauconnerie est un exemple de la culture émirati, vieux de 2000 ans. Mais l'environnement des faucons est menacé par l'urbanisation. Les Émiratis ont donc créé des lois pour les protéger. Une démarche qui concerne aussi d'autres artisanats. Quand j'avais 6 ans, j'ai appris cet artisanat de mon père, qui l'avait aussi appris de son propre père. Nous n'apprenions que des artisanats en lien avec la mer, en lien avec notre style de vie. Les Émiratis sont aujourd'hui en minorité dans leur pays. L'État cherche à les intégrer dans les secteurs privés et publics de la société, notamment l'armée. En 2014, le service militaire est devenu obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent se porter volontaires. Une vidéo où des filles boivent et dansent dans une discothèque. C'est le message de prévention contre le viol qu'a choisi de diffuser la police de Pécs en Hongrie. Une vidéo aujourd'hui critiquée dans le pays pour son caractère sexiste. 200 femmes se sont rassemblées pour manifester leur indignation.
Le problème avec cette vidéo, c'est qu'elle envoie le message aux victimes qu'elles sont responsables de ne pas se faire violer et que la responsabilité incombe seulement aux victimes et non à ceux qui les violent. Hogy lehetne egyáltalán az eseményeket az elkövetőknek a felelősségét nem igazán említi. Ces manifestantes dénoncent aussi l'absence de parité dans les institutions du pays. Avec seulement 10 femmes au Parlement sur 198 députés, la Hongrie a le plus faible taux de femmes députées en Europe. Aucune femme ministre non plus dans le gouvernement du conservateur Viktor Orban. La politique a toujours été une affaire d'hommes dans ce pays depuis ces 25 dernières années. C'est pourquoi nous luttons aujourd'hui contre la discrimination des femmes et que nous devons dire ce que nous pensons de ce problème ici en Hongrie. Dans la société, les choses changent pourtant. Certains groupes ont décidé d'encourager la parité, comme Google Hongrie, qui a lancé une campagne visant à promouvoir les femmes et l'égalité des sexes dans l'entreprise. Plus de 800 sociétés privées ont déjà rallié l'initiative. Nous avons des preuves que les entreprises où un grand nombre de femmes accèdent aux responsabilités, je veux dire où il y a une parité entre hommes et femmes aux postes de responsabilité, ces entreprises rencontrent une meilleure réussite. Elles ont un bien meilleur rendement et affichent un meilleur taux de croissance. L'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne. Malgré l'augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail hongrois ces dernières années, les disparités demeurent. Mais aujourd'hui, les femmes hongroises ont décidé de faire valoir leurs droits. Là-bas au loin, un réservoir sous lequel repose le village natal de cette femme. Comme des générations d'agriculteurs avant elle, Madame Liu a vécu sur ces terres désormais submergées. Cette région du centre de la Chine est au cœur du projet d'ingénierie le plus ambitieux et le plus cher au monde. Le but, dévier l'eau du sud du pays vers les régions arides du nord. Même les grandes routes ont été submergées. Nous avons tous été déplacés. Des maisons ont été construites pour nous ailleurs, donc bien sûr que nous avons accepté de déménager. Au moins 330 000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile pour faire place à ce projet hydraulique. Un changement douloureux et un nouvel environnement décevant pour de nombreux déplacés. Nous étions inquiets quand nous sommes arrivés là-bas. Les habitations avaient été construites à la va-vite. Les plafonds étaient craquelés et n'avaient pas été réparés. L'eau doit commencer à couler ce mois-ci dans cette partie de l'infrastructure. Le complexe hydraulique doit ouvrir 3 itinéraires distincts partant du fleuve Yangtze pour alimenter Pékin avec 1 milliard de mètres cubes d'eau par an. La capitale et les régions du nord de la Chine concentrent la moitié de la population et de l'économie du pays, mais seulement 1/5 des ressources en eau. Si nous ne changeons pas la façon dont nous utilisons l'eau au quotidien, la demande va continuer à grandir et nous allons entrer dans une nouvelle phase de crise. Il est déjà trop tard pour ceux dont les vies ont été déracinées par le projet. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui au chômage. Dans notre ancien village, nous pouvions élever des vaches et des cochons. Nous pouvions avoir des revenus même si nous étions trop vieux pour bouger. Mais ici, nous n'avons aucune source de revenus. Et ces villageois ne peuvent rien y faire. En Chine, l'ensemble du territoire appartient au gouvernement. Et quand les autorités demandent à des habitants de quitter leurs terres, ces derniers n'ont pas d'autre choix. Dans le désert du Nouveau-Mexique, ces maisons d'un nouveau genre poussent comme des champignons. Tom et sa famille vivent dans ce géonef depuis 16 ans. En tout, notre maison nous a coûté $200 000, ce qui fait moins de $1 000 le mètre carré. C'est un bon prix. Peu cher, ces maisons sont aussi 100% écologiques. Le soleil fournit l'électricité et l'eau de pluie est récupérée sur le toit. Sur un gros orage en été, on récupère quelques milliers de litres d'eau. Une eau précieuse utilisée 4 fois, grâce aux plantes. Après votre douche, ce qui est la première utilisation, l'eau traverse les plantes, c'est la deuxième utilisation. Ensuite, elle va dans les toilettes pour la troisième utilisation. Et ensuite, l'eau va dehors pour sa dernière utilisation.
Mais la singularité de ces habitations vient des matériaux utilisés, des déchets trouvés localement pour réduire l'empreinte carbone. Bouteilles en verre, pneus usagés et canettes en tout genre. Ici, rien ne se jette, tout se récupère. Ça, c'est une cloison faite à partir de canettes de bière recyclées. La plupart de ces canettes ont été récupérées autour d'ici quand les gens les jettent à la poubelle. Les 600 Earthships construits dans le monde entier respectent tous la même architecture. Côté nord, les maisons sont enfouies dans la terre pour conserver la chaleur. Côté sud, d'immenses baies vitrées font face au soleil. L'hiver, le soleil rentre dans la maison par la façade sud à travers ses vitres. Il chauffe la masse thermique grâce aux pneus recyclés que l'on compacte avec de la terre. Sur ce chantier, Rory peut compter sur une dizaine d'apprentis de l'académie. Parmi eux, Grégoire, ingénieur français de 32 ans. Son objectif, importer ce savoir-faire en France. Faire ma propre maison, de permettre aux autres de savoir faire ce type de maison aussi pour eux-mêmes, de participer à l'élaboration d'éco-villages à base de maisons autonomes. Autosuffisantes et construites à moindre coût, ces géonefs peuvent être facilement développés dans des zones isolées. Plusieurs Earthships humanitaires ont déjà vu le jour en Afrique. Des chantiers sont en cours dans le désert du Malawi.